Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle émission de questions aux sénateurs. Je pense que vous connaissez le principe, c'est pas la première émission depuis le début de l'année. C'est une émission de Public Sénat et d'Acropolis pendant laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions à un sénateur. Et le sénateur qu'on a aujourd'hui, c'est Philippe Dallier. Bonjour. Bonjour. Merci, bienvenue déjà. Merci. On disait c'est confortable comme oui. Décor, ça va. C'est original. C'est original. On est bien, on a une heure, donc on a le temps de parler de plein de sujets parce qu'il y a une actualité qui est assez lourde, qui est même très lourde en ce moment. Donc merci vraiment d'être venu. Et le principe, vous le voyez, c'est que derrière moi, il y a un chat qui est actif et qui va pouvoir vous poser toutes sortes de questions. On va l'avoir aussi devant nous juste ici. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je vais prendre un maximum de questions qui viennent du chat et vous les poser directement. Okay. Mais vous aussi, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, même des réactions qui vous intéressent, qui vous interpellent, à les reprendre, à essayer d'y répondre. Donc là, ils vous disent bonjour, salut à tous, salut Vincent Darkhead, Neusalia, Ornithorynque. J'arrive pas à lire tous les pseudos, mais merci d'être là. L'actualité, je le disais, du coup, est très chargée. Je vais peut-être vous présenter quand même avant, histoire qu'on sache un peu... qui je suis. Exactement. Vous êtes sénateur depuis 2004, oui. C'est bien ça, sénateur de Seine-Saint-Denis, oui. Le 93, sénateur Les Républicains. Oui. On pourra sûrement en reparler quand on reparlera de politique, des européennes et tout ça tout à l'heure. Il y a pas mal de choses à dire. Et donc, il y a plusieurs choses à dire. Vous êtes vice-président de la commission d'information gratuité des transports collectifs. Je dis ça parce que ça peut être un sujet assez intéressant à aborder tout à l'heure. Vous êtes premier vice-président du Sénat depuis octobre 2017, président du groupe d'amitié avec Israël. Vous me dites si jamais je me trompe dans les présentations. Non, pour l'instant, on est bon ? C'est bon. Très bien. Membre du groupe d'études sur le numérique. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être intéressants. Et évidemment, il y a des sujets sur votre situation à vous en tant que sur la Seine-Saint-Denis, sur le Grand Paris, sur tout ça, les JO. Je sais que c'est un sujet. J'ai vu sur votre Twitter que c'est un sujet qui vous intéressait beaucoup, logiquement. Et puis évidemment, il y a les questions du chat. Donc, on va pouvoir commencer. Déjà dans l'actualité, en attendant les premières questions qui vont venir du chat, sur Notre-Dame, sur l'incendie de Notre-Dame qui a eu lieu lundi, c'est au cœur de l'actualité en ce moment. Comment est-ce que vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron et cette idée notamment de reconstruire en 5 ans Notre-Dame ? Écoutez, je ne sais pas si c'est possible, et moi je suis un peu surpris qu'avant que toute étude ait été réalisée, on voit bien la complexité. Voilà, l'incendie vient juste d'avoir lieu, le bâtiment menace encore, il va falloir sécuriser tout cela, il va falloir prendre des décisions, est-ce qu'on reconstruit à l'identique ou pas, et derrière lancer des appels d'offres, un chantier qui manifestement va prendre plus de temps qu'un chantier ordinaire parce que c'est un monument historique. Donc imaginez qu'on le sorte en 5 ans. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que j'ai été maire pendant 22 ans. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur une... Oui, mais pour faire un lien avec cette affaire de chantier de reconstruction, tous les maires savent que construire un bâtiment public neuf aujourd'hui, c'est grosso modo 4 ans. Quand les choses se passent à peu près correctement. Donc, sur le cas de Notre-Dame, avec cette situation toute particulière, imaginez qu'on puisse le faire en 5 ans. Écoutez, moi, si c'est possible dans les règles de l'art et que le résultat est conforme, tant mieux, mais je suis quand même étonné qu'on puisse annoncer dès le lendemain d'incendie un délai, quoi. Le risque, c'est quoi ? C'est que ça coûte plus cher. Alors déjà, soit qu'on n'atteigne pas en 5 ans, soit je vais mettre mettons l'affaire du coût de côté. C'est pas ça, c'est que les contraintes techniques me semblent extraordinairement importantes. Voilà, j'ai lu que pour monter l'échafaudage, qui a peut-être posé problème, il a fallu 6 mois pour monter l'échafaudage. Vous imaginez, nettoyer le chantier, déblayer tout ça, sécuriser les murs, prendre une décision, trouver les entreprises. Et les entreprises qui sont habilitées à travailler sur un monument historique, ce ne sont pas les entreprises lambda du coin de la rue. Donc tout ça va demander beaucoup de temps. Alors 5 ans, moi ça me paraît extrêmement ambitieux. Et dans les réactions de la part du gouvernement, il y avait aussi aujourd'hui Édouard Philippe qui déclare lancer un concours international, il me semble, d'architectes pour refaire la flèche. Moi, écoutez, je suis un peu surpris également. Donc, est-ce que c'est pas à l'État français, ou pourquoi pas aux Français d'ailleurs, de décider ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'on reconstruit Notre-Dame exactement à l'identique ? Moi, je serais plutôt favorable à cela. Ou est-ce qu'on va se lancer dans un concours d'architectes avec des architectes qui vont... Et c'est toujours comme ça, vouloir laisser leur nom dans l'histoire et donc nous proposer des flèches en verre, en je ne sais quoi. Voilà, encore une idée qui est mise sur la table tout de suite après le désastre. Et pour nous emmener où ? On n'en sait rien. Alors bon, si c'est effectivement pour donner le sentiment qu'on maîtrise les choses et qu'on veut aller vite et qu'on est à la manœuvre, quand même, quoi, il s'agit de Notre-Dame. C'est 850 ans d'histoire de France, ça n'est pas un bâtiment ordinaire. Peut-être qu'il faut faire un grand débat sur la cathédrale et sur comment on va
la rénover. Je regarde dans le chat, il y a déjà une réaction ici sur de Cowboy Étoile. Alors, il y a l'ensemble parce que j'arrive pas à avoir exactement le pseudo de Cowboy Étoile qui dit mais est-ce que le délai de 5 ans n'est pas lié au JO de 2024 ? Oui, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais enfin, pourquoi vouloir faire coïncider les choses? Ça, franchement, pour une histoire de gloriole, de dire regardez, la France est capable avant les JO d'avoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est la qualité du résultat à l'arrivée. Et donc, si ça devait prendre 10 ans pour effectivement reconstruire cette cathédrale dans les règles de l'art, j'ai envie de dire telle qu'elle a été bâtie à l'époque, mais que ça prenne 10 ans. Mais on va rebâtir, mais pour des siècles, pour les siècles à venir. Donc l'idée, c'est pas 2024, on s'en fout de 2024. Enfin, moi, je m'en moque de ces Jeux Olympiques, et donc ça ne doit pas être une date butoir qui va nous contraindre à prendre des décisions dans l'urgence et la précipitation. On va revenir de toute façon sur les JO de 2024, parce que j'imagine que pour la Seine-Saint-Denis, c'est une question importante, comme celle du Grand Paris, parce que ça impacte directement le département. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Notre-Dame? Alors justement, il y a des réactions de gens qui disent soit on reconstruit la cathédrale comme elle était, soit on la reconstruit. Il y a l'idée en fait de qu'est-ce qu'on fait aussi de la cathédrale, de sa reconstruction concrètement. C'est un sujet qui revient assez souvent. Je regarde si il y a d'autres questions sur. Ah oui, est-ce que le 93 a fait un don sur j'ai vu que tous les départements d'Île-de-France, ils ont effectivement un fonds en commun pour l'investissement et il y a une décision d'affecter 20 millions. Mais là-dessus, je vais vous dire, je suis balancé. Parce que la cathédrale, c'est le patrimoine de l'État. C'est l'État qui aurait dû l'entretenir. Et je ne pointe pas du doigt Emmanuel Macron et le gouvernement actuel. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on n'y a pas mis les moyens. On a aujourd'hui cette catastrophe. Ça serait d'abord à l'État de reprendre effectivement à sa charge la reconstruction. Et que les collectivités territoriales, les communes, tout le monde se précipite. C'est un peu le concours de celui qui donnera le plus. Bon, ça me fait penser à la rubrique du canard enchaîné, Bobine est partout. C'est un peu ça, c'est celui qui va promettre le don le plus important. Quand on sait le nombre de monuments historiques dans ce pays qui sont effectivement en très mauvais état partout en France, je dis que ces communes, ces départements, ces régions feraient peut-être mieux effectivement de consacrer un peu plus de moyens et de laisser l'État financer la reconstruction de Notre-Dame. En plus, il y a des dons qui vont venir du monde entier. On est déjà à 1 milliard et quelques, donc on sait que le coût sera couvert. Donc moi, j'ai envie de dire à mes collègues élus, écoutez, utilisez cet argent, mais pour le patrimoine qui est sur votre territoire. Sur votre territoire. Et d'ailleurs, sur les dons de milliardaires, je ne sais pas, mais ça a commencé à réagir là-dessus, mais il y a eu des dons assez massifs de la famille Pinault, Arnaud, etc., de plusieurs centaines de millions d'euros. Certains ont dit, j'ai vu moi en tout cas sur ma chaîne YouTube notamment, des réactions de gens qui disaient c'est dingue qu'on arrive à débloquer autant pour la rénovation d'une cathédrale et pas pour d'autres éléments, notamment les aides aux plus démunis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu démagogie? Est-ce que c'est typiquement français, quoi. Il faut toujours que effectivement on cherche le côté négatif des choses. Bon, écoutez, ceux qui sont les plus fortunés, les Français les plus fortunés, qu'ils décident d'utiliser une partie de leur fortune, même si les chiffres peuvent effectivement paraître très importants, 100 ou 200 millions d'euros, ça n'est pas rien et pas à la portée de tout le monde, mais tant mieux. Alors, comme il y a eu une polémique sur la déduction fiscale, je crois qu'ils viennent d'annoncer, je ne sais plus si c'est Pinault qui viennent d'annoncer qu'ils n'utiliseraient pas la déduction fiscale, mais tant mieux. Aux États-Unis, tous ceux qui ont énormément d'argent consacrent tous les ans une partie de leur fortune effectivement pour des opérations de mécénat. Mais on va pas s'en plaindre quand même. Enfin, Voilà, du coup sur ce sujet-là, on verra peut-être qu'il y aura d'autres questions qui vont revenir au fur et à mesure et peut-être qu'on reviendra en fin d'émission sur la question de Notre-Dame, mais forcément c'est un élément de l'actualité qui est très important. Les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques, on va en parler. Peut-être qu'on va en parler tout de suite. J'aurais juste, s'il n'y avait pas d'autres réactions là-dessus, Robin Noutz qui dit les gens qui vont être responsables de la reconstruction de la cathédrale vont-ils avoir le droit de refuser des dons de certains? Je ne sais pas du tout. Non. Enfin, l'État. C'est pas possible. Enfin, de toute façon, ce sont des fondations qui vont collecter les dons. Pourquoi est-ce qu'elle refuserait les dons? Sur quels critères? Enfin, honnêtement, je ne vois pas. On a plutôt ce besoin d'argent. Si jamais il y avait plus d'argent, effectivement, que le coût des travaux, affectons cet argent à la rénovation d'autres monuments historiques en péril, et ça sera très bien ainsi. Alors justement, les JO de 2024, puisqu'on tourne autour depuis tout à l'heure, déjà, est-ce que vous y êtes favorable? La question ne se pose plus. Ils auront lieu à Paris en 2024. Est-ce que vous étiez favorable? Maintenant, je vais la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France, dernier département en termes d'équipement sportif. Dernier. Il n'y a pas de piscine partout. Quand vous dites jeune, c'est jeune en termes de
D'âge, d'accord. Ouais. Non, pas en termes de date de création, en termes de jeunesse. Département le plus jeune de France, et en termes d'équipement des collectivités locales, dernier département de France. Il y a comme un problème. Et pourquoi ? Pas parce que les élus sont nuls, mais parce qu'on a là des communes qui sont parmi les plus pauvres de France. Alors, moi, les Jeux Olympiques, c'est bien, ça va durer 15 jours, c'est formidable pour les athlètes, il y a beaucoup de business autour, il ne faut quand même pas oublier ça, mais ça va être l'arbre qui va cacher la forêt, encore une fois. Donc on va être très content de se dire, on a les Jeux Olympiques, c'est formidable pour l'image de la France, mais on va reconstruire effectivement 1 ou 2 équipements importants à côté du Stade de France, et puis le reste. Les Jeux Olympiques seront terminés, on aura peut-être 1 ou 2 ou 3 équipements de plus, mais ça ne changera pas le fait que la Seine-Saint-Denis est le dernier département de France pour les équipements sportifs. Et donc ça, si vous voulez, ça m'agace un peu. Mais c'est un peu la même chose pour le patrimoine. On se glorifie d'un certain nombre de belles réalisations. On a mis des centaines de millions pour construire des équipements publics. Enfin, regardez la Philharmonie de Paris. 206 millions coût prévisionnel, on a atterri à 538 millions pour la Philharmonie de Paris. C'est un bâtiment superbe, qui coûte énormément d'argent en fonctionnement en plus après. Mais dans le même temps, on laisse Notre-Dame à l'abandon et combien de nos monuments historiques. Donc dans ce pays, il faudrait prendre conscience d'une chose. On est endetté jusque-là. On a de gros problèmes de financement, à la fois de nos dépenses sociales, de dépenses de l'éducation nationale, etc. Et donc, il faut, en termes d'investissement, faire des choix. Et j'aimerais que les choix soient faits de manière plus raisonnée. Et en arrêtant de raisonner peut-être trop à court terme et en pensant aussi à long terme. Donc, effectivement, c'est pas forcément favorable. En tout cas, c'est pas la priorité. C'est pas ça qui va impacter durablement, a priori, le plus le quotidien de. Écoutez, les Jeux Olympiques, c'est bien pour les gamins, pour les inciter au sport, etc. Mais le coût. Le coût, à combien on va arriver ? 7-8 milliards d'euros. Et au bout du compte, la Seine-Saint-Denis va rester le dernier département de France en matière d'équipement sportif. Mais ça, c'est inacceptable. Je comprends. N'hésitez pas du coup à réagir sur ce sujet, la question des Jeux Olympiques. On prend toutes vos questions et on regarde ça en direct. On voit vos réactions sur la question des JO. Il y a Ecladus qui demande quelle place pour l'e-sport aux JO de Paris, le jeu vidéo aux JO de Paris. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais que certains voudraient que ça fasse partie des sports reconnus, mais il y a tellement de sports nouveaux qui se développent. Alors, à mon avis, c'était trop tôt. Je ne sais pas. On en reparlera peut-être dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Attention, parce qu'on est ici. Il y a beaucoup de jeux vidéo. Oui, je sais, mais bon. Les gens vous regardent. Non, je vous dis ce que je pense. En plus, on est sur Twitch, donc il y a des réactions. On va voir ce que disent les gens. Et Cladus qui dit je ne pose que de bonnes questions. C'est bien. C'est bien. Non, sur les JO, effectivement, il y a aussi la question de. Au-delà de la question de la Seine-Saint-Denis, même d'un point de vue plus général, des coûts associés à l'organisation d'un tel événement. Oui. Est-ce que ça vaut le coup, tout simplement ? C'est beaucoup d'argent pour 15 jours. Voilà. Alors certes, c'est un formidable événement. Il n'y a peut-être pas d'autres événements dont le retentissement à l'échelle mondiale soit à la hauteur. Mais ceci étant dit, prenons conscience quand même que nous sommes dans un pays où la dette publique a atteint 2300 milliards d'euros de dette et que tout ça va nous entraîner, à mon avis, au fond du gouffre si on n'y met pas un terme. Donc quand on a moins d'argent à dépenser, peut-être qu'il faut, pendant une période donnée, être un peu plus sélectif sur les décisions que l'on prend, quoi. Ouais. Et ce qu'on décide de financer. Et concernant les transports, est-ce que c'est pas un avantage peut-être de Paris 2024 ? C'est une question que je pose. Alors, écoutez, avec comment qualifier ça ? Je vais parler du Grand Paris Express, le fameux super métro qui va faire une boucle dans la banlieue et dans Paris. D'abord, les coûts ont explosé. Vous savez, on est parti de 23 à 24 milliards, on atterrit bientôt à 40 milliards. Donc, on a un gros problème de financement. Et en plus, la totalité de ce métro, d'après ce qu'il nous avait dit à l'origine, devait être prêt pour les Jeux Olympiques. Ça ne sera pas le cas. Et donc, on va encore se concentrer sur les parties qui vont être strictement nécessaires aux Jeux Olympiques. Et les autres vont attendre encore un peu. Ouais. C'est encore ça qui va se passer, bien évidemment, parce que on les a, les Jeux Olympiques. Maintenant, il va falloir être à l'heure et au rendez-vous, parce qu'on ne va pas se ridiculiser non plus en n'ayant pas réalisé ce qu'on doit réaliser. Donc, on va mettre le paquet là-dessus, et puis le reste va encore attendre. Bon, ben voilà, c'est un choix politique. Alors d'un côté, cocorico, mais de l'autre côté, je ne suis pas certain que les utilisateurs des transports franciliens soient très heureux de tout cela. Alors très intéressant.
Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Solfamir qui dit après il faut voir les retombées économiques indirectes des Jeux Olympiques. Oui, mais bien sûr qu'il faut voir les retombées économiques indirectes. Mais quand on regarde dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est plutôt des factures assez salées qui sont restées à la charge des États et des collectivités qui les ont organisées. Hein. Il y a eu des exemples catastrophiques comme à Montréal, mais c'était il y a très longtemps. Londres, c'était pas terrible non plus. Bon, voilà, on verra. Hein, on verra. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'effectivement on soit dans les coups, on soit au rendez-vous, ça c'est sûr, et en plus qu'on y soit dans les coups qui ont été annoncés. Ouais. Voilà. Alors forcément du coup l'e-sport et la question du jeu vidéo aux Jeux Olympiques fait beaucoup réagir, beaucoup trop tôt pour l'e-sport, il faut d'abord changer les mentalités et pour rendre crédible une telle candidature, c'est 11 Remedy qui dit ça. Vous jouez aux jeux vidéo ou pas ? Non. Non. Non, mais j'avais participé avec un de mes collègues il y a eu un texte qui est venu au Sénat il y a quelques années maintenant, oui. Et je ne connaissais absolument pas le sujet. Et je suis allé à Poitiers parce qu'il y avait une compétition. J'ai oublié le nom, vous m'excuserez. À Poitiers, oui, il doit y en avoir. Il y a quelques années. C'était avec Jérôme Durin d'ailleurs que j'étais allé et il rapportait sur le texte et moi sur un aspect qui était l'aspect fiscalité. Et donc j'ai découvert en fait le e-sport et je n'imaginais pas ce que ça représentait. Effectivement, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. J'étais complètement... je ne savais pas, maintenant je sais. Est-ce que c'était la Gamers Assembly ? Oui, ça devait être ça. Ça devait être ça. Dans le chat, ça dit ça. Il y a 3-4 ans, ça dit ça. Oui. Ouais, ça doit être quasiment tous les ans, j'imagine. Tous les ans. Et c'est ce week-end. Ah oui, c'était à Pâques. Oui, vous avez raison, c'était à Pâques, je m'en souviens très bien. Mais comme quoi, donc effectivement, le Sénat s'intéresse aux jeux vidéo et c'est intéressant. Mais le Sénat s'intéresse à plein de choses. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que l'image du Sénat est très décalée par rapport à ce qu'il est devenu. Voilà, j'espère que les choses changeront et qu'une émission comme celle-là y contribuera. C'est intéressant. Du coup, effectivement, le chat est remonté à bloc sur cette question-là. Ah bah voilà. Napoléon II, du coup, qui demande bonjour, est-ce que vous êtes favorable à une création d'un groupe d'études jeux vidéo au Sénat ? Il y a beaucoup de groupes d'études au Sénat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée un groupe d'études, il faut quelques moyens administratifs qui vont avec. Donc, on ne peut pas nous demander de limiter notre budget, ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, et puis de créer des groupes d'études sur tout. Par contre, et c'est peut-être une question qui viendra, chaque sénateur, et chaque député également, on est spécialisé sur un certain nombre de sujets. Et donc, vous allez trouver au Sénat, effectivement, un certain nombre de sénateurs qui s'intéressent à ces sujets. Et alors, il n'y a pas forcément besoin d'un groupe d'études. D'accord. Alors une autre question qui est intéressante là de Théos03 qui demande pensez-vous qu'une exposition universelle aurait eu plus d'intérêt que les JO? On teste toutes les possibilités d'événements. Oui, l'expo universelle, écoutez, il y a dans les années, ça devait être fin 90, début de 2000, la France avait déposé une candidature et c'était même le département de la Seine-Saint-Denis qui l'avait déposé. Ça devait s'appeler Image 2000 quelque chose. Et à l'époque, je me suis dit, oh là là, dans quoi ce département qui avait déjà des problèmes financiers se lance-t-il ? Et heureusement, je crois qu'en 2002, l'idée a été abandonnée, quoi. Ou c'était plutôt que ça, je me souviens plus, mais en tous les cas. Et toutes ces grandes... Enfin, l'expo universelle, je crois qu'on se trompe aujourd'hui. C'était intéressant à la fin du 19e, au début du 20e, quand il s'agissait de... Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc les gens avaient besoin de voir, effectivement, ce qu'étaient les nouvelles technologies de l'époque. Ça avait vraiment un intérêt. Aujourd'hui, franchement, on n'est plus du tout dans la même situation. Donc là aussi, aller dépenser des milliards pour organiser des expos de ce type-là, moi, je pense que c'est complètement has-been, quoi. Alors, une autre question ici, justement, en réaction à ce que vous venez de dire, de Robin Noods qui demande, en parlant des groupes d'études, est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu les groupes qui existent par curiosité pour voir ce qui existe? C'est quoi un groupe d'études? Il y en a un sur le numérique. Alors, il y a les groupes d'études, ce sont des groupes qui sont, j'allais dire, permanents, hein, qui travaillent sur le long cours. Moi, j'avais même souhaité qu'il y en ait un qui se crée au Sénat sur la politique de la ville, parce que c'est quand même un de mes sujets de prédilection. Et c'est là où on m'a répondu que, effectivement, groupe d'études, moyens budgétaires à dégager. Donc, on a plutôt fait un groupe informel. Ouais. Mais il y a aussi des missions d'information temporaire. Vous en citiez une tout à l'heure sur la gratuité des transports. Oui. Donc on prend un sujet donné et on va travailler le sujet. On va aller auditionner, on va sur le terrain. Au bout, on rend un rapport. Voilà, certains disent il faudrait que tous les transports soient gratuits. Alors il y a quand même un point d'interrogation, heureusement, à la fin, au début, dans le sujet de cette mission. Et donc on va creuser le sujet. Voilà, donc il y a différentes formules possibles, pas nécessairement des groupes d'études permanents. Il y en a un sur la chasse, je ne peux pas vous les citer tous. Vous trouverez ça sur le site du Sénat, mais bon, voilà. Alors justement, puisqu'on parle de la mission d'information gratuité des transports collectifs, est-ce que vous êtes favorable, j'ai vu que est-ce que c'est la mairie de Paris ou la région Île-de-France, que je ne dise pas de bêtises, qui a proposé que un samedi par mois, les transports soient gratuits toute la nuit. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Écoutez, que sur des points particuliers comme celui-là, il y ait des avancées, pourquoi pas. Maintenant, il faut regarder la situation des transports en Île-de-France. Elle n'est quand même pas très satisfaisante. On a besoin d'injecter des milliards. Des milliards, des dizaines de milliards. Le Grand Paris Express, une quarantaine de milliards. On va financer ça. On a déjà financé ça par des impôts sur les particuliers, qui payent ça avec leur taxe d'habitation, sur les entreprises. Et de la dette. Et de la dette dont on se demande d'ailleurs si le projet lui-même va être en capacité de la rembourser, cette dette, même si c'est une dette sur 70 années, a priori. Donc et puis il faut rénover tout ce qui existe. On pourrait parler du RERB, on pourrait parler du prolongement des halls, etc. La ligne 13 aussi. La ligne 13, voilà, les grands sujets pour les franciliens. Valérie Pécresse et la région ont pris tout ça à bras-le-corps, mais ça demande des sommes considérables. Alors d'un côté, on dit l'État est en tous les cas, le pays est très endetté. De l'autre côté, on sait qu'on a besoin d'investir massivement, et puis en même temps, on vient dire ça va être gratuit. Mais gratuit, ça n'existe pas. Puisque l'argent pour investir, il va bien falloir le trouver quelque part. Donc il y a un moment, il faut aussi comprendre que un service public, ça a un coût. Et donc il faut le financer ce coût. Alors, et donc les deux éléments, la gratuité ou alors prolonger les heures la nuit, c'est deux éléments qui effectivement... C'est pas la même chose, parce que la mission d'information qui a été créée, on parle de gratuité en général. Et c'est vrai qu'il y a des villes en France, mais il faut voir qu'on ne parle pas de la région Île-de-France, il y a des villes moyennes qui ont décidé de la gratuité des transports. Mais parce qu'on n'est pas dans la situation de la région. Quand effectivement vous avez des transports qui fonctionnent correctement, et dont d'ailleurs... J'allais dire, le prix payé par l'usager ne couvre que très peu du coût du service. À ce moment-là, vous pouvez dire il est gratuit et ça incite les gens à le prendre. Mais on ne peut pas faire ça à l'échelle de la région Île-de-France dans la situation où on est aujourd'hui. C'est absurde. Voilà du coup la réponse sur ce sujet-là. Je regarde un peu les réactions. Je sais mais il y a des réactions directement à ce sujet. Vous, évidemment, je me voyez des commentaires qui vous font réagir. N'hésitez pas. C'est à vous de voir aussi. Alors, il y a la question de la gratuité qui fait un peu débat. Il y a Xanx qui a réagi notamment. Voyons voir les autres éléments. Il y a une mise à jour sur l'ordinateur qui se fait en direct. Nous, on tant que ça ne reboot pas, c'est bien. Tant qu'on a le chat sous les yeux, ça va. Alors, justement, parce que là, je vois que ça commence à parler du Sénat. Et tout à l'heure, on parlait de l'image du Sénat par rapport aux jeux vidéo. Tout à l'heure, vous me disiez que ça arrive que quand vous êtes, alors pas forcément en Seine-Saint-Denis, mais que vous rencontrez des gens et que vous dites que vous êtes sénateur, vous avez des réactions assez hostiles. Enfin, hostile, on ne me menace pas quand même. Mais... Heureusement, mais des réactions on me demande souvent, qu'est-ce que vous faites ? Les gens ne savent pas que nous votons la loi comme les députés. Les gens ne savent pas, enfin un peu plus peut-être que depuis la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. On va en parler. Donc on contrôle l'action du gouvernement. Et puis après viennent les poncifs, de toute façon, on voit jamais personne en séance, vous dormez en séance, etc., etc. Bon, ça finit par me désespérer. Et c'est profondément injuste en plus. Alors, je vous dirai pas qu'en 15 ans, les choses n'ont pas changé. Elles ont changé dans le bon sens. Et j'ai presque envie de dire qu'elles ont changé parfois plus vite au Sénat qu'à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets, si ce n'est que personne ne le sait ou presque. Et voilà, donc au bout d'un moment, ça m'agace un peu, quoi. On peut le comprendre. On va voir d'ailleurs, mais il y a des réactions sur le rôle du Sénat. Et je pense même qu'il y a déjà des questions sur le rôle du Sénat. Ah, tenez, Troubadour qui avait demandé sur Twitter tout à l'heure, selon vous, est-ce que le Sénat est la seule vraie opposition au gouvernement actuellement ? Mais moi, je ne veux pas parler en termes d'opposition ou de majorité. Oui, la majorité du Sénat est dans l'opposition au sens politique du terme. Mais c'est pas l'élément important. Dans toute démocratie, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est le peuple qui choisit ses représentants. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et après, pour qu'une démocratie fonctionne et soit une vraie démocratie, il faut qu'on ait une séparation des pouvoirs. Donc c'est clair, on a l'exécutif d'un côté, le législatif, le judiciaire. Nous sommes le législatif. Et notre rôle constitutionnel, le rôle du Sénat comme de l'Assemblée dans cette démocratie, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Alors, dans le cas particulier de l'affaire Benalla, la République En Marche, ils étaient scandalisés, etc., etc. On a entendu tout et n'importe quoi. Mais nous n'avons fait que user de notre pouvoir.
Et ce que l'Assemblée nationale, d'ailleurs, n'a pas voulu faire. Et ce qui est très regrettable, j'allais dire, pour l'image du Parlement. Un Parlement, il ne devrait pas, il ne doit pas être aux ordres du gouvernement. Si c'est le cas, la démocratie ne fonctionne pas correctement. Voilà. Alors ça demande un peu de caractère, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans la majorité, ça a été mon cas, on vous demande souvent de ne pas faire de vagues et de dire que tout ce que le gouvernement dit est bien. Et le jour où vous dites le contraire, effectivement, certains ne sont pas contents. Mais quand vous êtes parlementaire, vous devez aussi réfléchir et penser au rôle du Parlement. Et vous êtes un parlementaire, vous représentez le peuple, et vous êtes effectivement là aussi pour contrôler l'action du gouvernement. C'est tout. Donc le Sénat, oui, est un contre-pouvoir, mais pas seulement un contre-pouvoir. Je trouve qu'il a un rôle de stabilisateur dans notre démocratie. On n'est pas sous le même feu de l'actualité que les députés. Peut-être qu'on prend plus le temps de la réflexion. Souvent, ceux qui s'intéressent à la politique disent que les rapports qui sortent du Sénat sont souvent des rapports de qualité sur les sujets techniques, etc. Donc voilà, on a un rôle de contre-pouvoir et on l'exerce, n'en déplaise à l'exécutif. Justement, sur cette question de l'affaire Benalla encore, Guercienne qui demande combien a coûté aux contribuables français les enquêtes du Sénat relatives à l'affaire Benalla et quel retard cela a-t-il sur les travaux réguliers du Sénat ? Mais combien ça a coûté ? Rien de plus, puisque de toute façon, ce sont les sénateurs dans leurs fonctions qui ont mené cette... C'est compris dans le package voilà, sénateur, on va dire. On a un budget pour l'année et on fait avec ce budget. Donc ça n'a pas coûté un centime de plus. Est-ce que ça a eu des retards sur... Des retards, non, et pour une raison simple, c'est que le gouvernement... qui est toujours pressé, dans ce que disait Emmanuel Macron quand on dit il faut moins de parlementaires et pourquoi pas supprimer le Sénat, l'idée c'est de dire on va voter la loi toujours plus vite, toujours plus vite. Mais on s'aperçoit quand même dans l'agenda du Parlement que le gouvernement, il y a des périodes où il a du mal à nous amener des textes. Alors, il y a des périodes où, effectivement, on est moins chargé que l'autre. Il y a des périodes où on est très chargé et où on bosse du lundi jusqu'au samedi, du matin jusqu'à minuit, une heure, parce que, voilà, c'est comme ça. Puis il y a des périodes où c'est plus calme. Mais encore une fois, la question n'est pas celle-là. Et la question n'est pas de savoir si ça a coûté 1 euro de plus. Nous sommes dans une démocratie, et cette démocratie, elle doit fonctionner. Voilà, c'est uniquement ce que nous avons fait. Une autre question, alors on va aller sur le droit constitutionnel, là ça va être peut-être un poil technique, mais de Perceval qui demande « Avez-vous pu comparer le fonctionnement du Parlement français au Parlement britannique ? Est-ce que vous voyez des idées à mettre en place en France ?» Écoutez, moi j'aime bien les comparaisons internationales, mais voilà, nous sommes en France avec une constitution. En Angleterre, il n'y a pas de constitution. Voilà, il n'y en a pas. En tout cas, pas de constitution écrite. Donc le Parlement fonctionne sur des habitudes, mais au sens positif, sur des habitudes, et les règles se sont construites au fil du temps. Nous sommes des Français. Nous avons eu du mal à trouver une constitution qui donne satisfaction, même si elle a des défauts. On a la Constitution de la Ve République. Peut-être qu'on peut la modifier encore pour essayer d'améliorer certaines choses. Pourquoi pas ? Par contre, je remarque quand même que dans les modifications qu'on a apportées dans les 10 ou 15 dernières années, on n'a peut-être pas fait que des choses intelligentes. Mais enfin, on a une Constitution. Elle permet au gouvernement de gouverner, de lui garantir une majorité. Souvenons-nous que sous la Troisième République ou sous la Quatrième République, tous les 6 mois, le gouvernement tombait, soit parce que l'Assemblée ou le Sénat avaient décidé qu'on faisait tomber le gouvernement. Je ne suis pas certain que l'efficacité de la puissance publique ait été plus forte à ce moment-là. Justement, sur le Brexit, on enchaîne. Vince Dark qui demande, en cas de Brexit, êtes-vous favorable à l'installation de la City en France, comme le veut le président de la République ? De toute façon, il restera des institutions financières à Londres. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, il y a un certain nombre d'institutions financières qui vont quitter Londres parce que Londres ne pourra... Les Anglais avaient un privilège assez incroyable. Ils n'avaient pas voulu entrer dans l'euro, mais par contre, ils avaient acquis le droit de réaliser des opérations en euros à Londres. Bon, ça va être terminé. Ce qu'on appelait le passeport euro, ça va être terminé. Donc il y a des institutions financières qui vont être obligées de quitter Londres parce qu'elles voudront continuer à travailler effectivement en euros. Et maintenant, la question est de savoir où est-ce qu'elles vont aller s'installer. Est-ce qu'elles vont aller à Francfort ? Est-ce qu'elles vont aller aux Pays-Bas ? Est-ce qu'elles viennent en France ? Écoutez, j'espère qu'elles seront les plus nombreuses possibles à venir en France. Est-ce qu'il y a des réactions directement sur ce sujet ? Je rappelle que du coup, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Je suis en ce moment et jusqu'à encore une bonne demi-heure avec Philippe Dallier, qui est sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Et donc, on a déjà évoqué pas mal de sujets, ça va assez vite, mais il y en a plein d'autres qu'on va pouvoir... Française des Jeux. Eh ben voilà. J'ai voté contre la privatisation d'ADP. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas tout privatiser. Voilà, ADP, les aéroports, Orly, Charles de Gaulle et le Bourget, sont des équipements stratégiques pour le pays.
Voilà. Et quand en plus, par-dessus le marché, on regarde ce qui s'est passé à Toulouse, c'est quand même absolument incroyable. Et en plus, les procédures viennent d'être remises en cause par les juridictions compétentes. Les Chinois ont pris l'aéroport de Toulouse, avaient fait des belles promesses d'investissement. En fait, ils ont vidé les caisses, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pu récupérer et maintenant ils s'en vont. Voilà. Est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée de prendre le même risque sur ADP? Alors bien sûr, on nous explique au gouvernement qu'on a pris toutes les précautions, etc. Et puis il y a un autre argument. J'ai voté à l'époque, et je le regrette, et je l'ai regretté amèrement, la privatisation des concessions d'autoroutes. C'est ce qui vient on ne fera pas faire deux fois la même bêtise. Voilà, vous voyez. Et à l'époque, je n'avais pas tellement envie de le voter, et je me suis laissé convaincre. Alors effectivement, mais à culpa, j'étais dans la majorité, et on nous a toujours expliqué, on ne m'y reprendra pas. Pas deux fois. Majorité opposition, maintenant c'est terminé. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Et sur ADP, je pense que c'est une très mauvaise idée. Justement, ça. En tout cas, Et la Française des Jeux, c'est pareil. Ouais. Enfin, la Française des Jeux, ça remonte à François Ier, je crois, les loteries en France. Ouais. Qui a pouvoir de compétences. Mais si, compétences régaliennes. Et c'est une poule aux œufs d'or, et on va vendre la poule aux œufs d'or. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on est surendetté. Si encore j'étais certain que l'argent qu'on allait en retirer allait servir au désendettement de la France. Mais vu comme c'est parti avec les annonces en cours, je crains que d'un côté on vende les poules aux œufs d'or et que de l'autre côté on continue à creuser le déficit. Alors il y a un moment, il faut dire stop. En tout cas, il y en a qui sont d'accord avec vous, j'ai l'impression, sur la question de la privatisation d'ADP. Kratos qui dit bravo, Champi qui dit bien dit monsieur Dallier. Il y a pas mal de gens qui ont l'air d'accord avec vous là-dessus. Mais je crois qu'il y a une immense majorité de Français qui n'y sont pas favorables. Alors, j'étais à l'étranger la semaine dernière pour l'Union interparlementaire, donc j'ai pas pu signer effectivement je sais pas comment le qualifier d'ailleurs, enfin l'initiative des parlementaires qui ont demandé effectivement l'organisation d'un référendum là-dessus, mais je l'aurais fait si j'avais été à Paris. Alors, une question de Rogue Lelex, on change un peu de sujet, mais c'est intéressant, que je vois tout de suite. Bonjour, j'adore la politique, mais comme beaucoup, opposition, majorité, les clivages politiques et les réactions à chaud partisanes qui n'apportent souvent pas grand-chose au débat exaspèrent les Français. Nos politiques vont-ils un jour pouvoir débattre sans porter les débats au-delà des partis politiques dans l'intérêt commun? C'est une longue phrase qui veut dire en gros, il y a beaucoup de choses dedans, mais une sorte d'exaspération d'un jeu politique qui irait pas dans l'intérêt commun, mais surtout des intérêts partisans. Moi j'ai envie de répondre, intéressez-vous un peu au débat au Sénat. Et d'ailleurs, vous verrez que nous sommes dans l'opposition, nous sommes un contre-pouvoir, mais vous verrez que très souvent au Sénat, sur tous les textes de loi, alors bien évidemment, il y a des textes de loi que le Sénat rejette, mais même quand ils sont rejetés, c'est quand nous les rejetons, et c'est encore plus vrai quand nous trouvons un accord avec le gouvernement, vous verrez qu'il y a 60-65% des amendements votés au Sénat qui restent au bout du compte dans la loi. Voilà. Donc il y a des moments où effectivement, alors peut-être plus sur des sujets techniques, mais pas seulement, vous verrez qu'il y a des moments où on dépasse les étiquettes politiques. Bien évidemment que sur les plateaux télé ou à la radio, c'est l'impression que ça donne, mais bon, il faut peut-être regarder un peu plus dans le détail et s'intéresser au fonctionnement du Parlement, ce qui n'est pas toujours le cas de nos concitoyens. Je reviens sur la privatisation. On s'adapte aux questions qui sont là. On passe un peu du coq à l'âne, mais c'est puisqu'on était sur la privatisation il y a quelques instants. Ecladus qui dit « Le projet est de financer des secteurs d'avenir qui sont qualifiés comme tels, en tout cas par le gouvernement, sur la privatisation d'ADP. Est-ce que ce n'est pas une stratégie intéressante ?» Oui, sauf que ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on nous dit que les 10 milliards que tout cela rapporterait, on va les mettre quelque part dans un fonds, et puis c'est avec le rendement de ce fonds qu'on va financer. Donc tout ne sera pas affecté, effectivement, à l'objet tel qu'il est décrit. Et ce que aujourd'hui la Française des Jeux et Aéroports de Paris rendent chaque année à l'État, c'est à peu près l'équivalent de ce que va rapporter ce fonds. Donc voilà pourquoi on ne comprend pas très bien l'intérêt économique. Moi je pense qu'il il faut voir, boucler le budget de la France aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc on a besoin effectivement de réduire le déficit et de réduire la dette, et donc on en vient à vendre les bijoux de famille. C'est d'abord ça le point de départ qu'il faut comprendre. Alors après on l'habille. C'est un peu ce qu'a fait le gouvernement. Mais moi, je pense que ça n'est pas une bonne idée de vendre les bijoux de famille. En tous les cas, ceux-là. Ouais. On voit qu'il y a quand même une défiance, y compris dans le chat de temps en temps par rapport au Sénat. Camilla qui dit « Le Sénat ne sert à rien, emploi fictif ». Il y a aussi des...
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il n'y a pas eu des problèmes au Sénat dans le passé? Oui, il y en a eu. Mais je pense que cette page-là, elle a été tournée. Est-ce qu'il n'y en a pas eu à l'Assemblée nationale? Il y en a eu. Est-ce qu'il n'y en a pas eu dans l'ensemble des partis politiques? Il y en a eu dans l'ensemble des partis politiques. François Bayrou, qui fait la leçon à tout le monde, il a quelques ennuis avec ce qui s'est passé au MoDem. Voyez-vous, donc voilà. Donc il faut effectivement que tout ça s'arrête, mais arrêtons quand même de nous renvoyer ça à la figure à chaque fois, parce que vous savez, en politique, il y a des gens honnêtes, des gens malhonnêtes, comme partout. Mais comme partout. Je ne pense pas qu'en pourcentage, il y ait beaucoup plus de gens malhonnêtes en politique qu'ailleurs. Si ce n'est qu'effectivement, quand c'est sur la place publique et que ça concerne des gens qui sont aux responsabilités, ça choque beaucoup plus l'opinion, ce que je comprends tout à fait. Quoi. Et c'est bien que vous soyez là justement pour en parler et discuter avec ceux qui voient le Sénat de cette façon. Voyons voir un peu dans les autres questions. Moi, je vois des choses qui sont revenues tout à l'heure. Attendez, laissez-moi retrouver les éléments. En fait, il y a pas mal d'éléments. Il y a la question des européennes, notamment. Qui arrive dans pas longtemps. Au final, on en parle assez peu encore parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, maintenant il y a Notre-Dame, il se passe toujours des choses. Mais ça va arriver dans un peu plus d'un mois. Vous soutenez Bellamy pour les européennes? Je trouve que c'est un bon choix. Au début, j'étais un peu, comme beaucoup d'autres, un peu sceptique, parce que je me suis dit l'idée de lancer comme ça dans une campagne électorale quelqu'un qui n'a pas l'expérience des débats, qui a pu, et ça a été le cas au début, être critiqué sur un certain nombre de positions qui avaient été les siennes. Alors, à titre personnel, il n'engage pas les Républicains, mais pour autant, on sait bien comment fonctionne le débat politique. Bon, beaucoup s'interrogeaient, mais je le trouve très bon, et puis il apporte aussi une espèce de fraîcheur, de renouveau chez les Républicains. Voilà, j'espère qu'on fera un score bien meilleur que ce que les sondages nous donnaient au départ, quoi. Les élections européennes et l'Union européenne en général, c'est un sujet qui est très complexe, qui est dur, même dans le débat, on voit que c'est assez compliqué, mais s'il fallait essayer de définir un petit peu la ligne des Républicains sur l'Union européenne, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Est-ce que c'est plus d'Europe, moins d'Europe? Est-ce que c'est une Europe fédérale? À quoi ça ressemble? Une Europe fédérale, certainement pas. Écoutez, je vais me définir par rapport à la liste de la majorité présidentielle, parce que ils sont dans une grande caricature. Mais on voit bien le petit jeu électoral derrière. En fait, Emmanuel Macron et La République En Marche disent écoutez, c'est nous. Ou alors l'extrême droite, et point barre, il n'existe plus rien. Alors on voit bien que c'est leur grand rêve, que les Républicains disparaissent, que le Parti Socialiste disparaisse, enfin c'est presque fait, mais bon. Et donc il n'y a plus que deux, et donc si vous êtes européen, vous votez forcément pour Emmanuel Macron, et si vous ne l'êtes pas, vous votez pour le Front National. Enfin c'est une caricature absolue. Je pense que, tiens, il a rebooté votre truc. Il y a une petite mise à jour de l'écran, c'est pas grave. Moi, j'ai le chat sous les yeux, ne vous inquiétez pas, on voit vos questions. Il y a une petite mise à jour de l'écran. Et donc, voilà, ça, c'est la caricature qui nous est présentée par la majorité. Nous sommes profondément européens. Qui peut penser d'ailleurs, et l'affaire du Brexit, j'espère, va faire prendre conscience à nos concitoyens que sortir de l'Europe, ça serait une erreur gravissime. Pour plein de raisons. Regardez les Anglais dans quelle situation ils sont. C'est quand même assez hallucinant cette affaire. Et je suis persuadé que si les Anglais devaient revoter aujourd'hui, à mon avis, ils voteraient pour rester. Parce qu'on leur a beaucoup menti aux Anglais, enfin pas nous, leur classe politique leur a beaucoup menti, et notamment l'extrême droite en Angleterre, Nigel Farage et d'autres. Parlons pas de Boris Johnson. Ils leur ont menti, ils ont choisi de sortir. Maintenant, ils sont seulement en train de comprendre ce que ça veut dire de sortir de l'Europe. Bon. À côté de ça, qui peut croire dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui que nous n'avons pas, entre pays européens, le besoin de nous rassembler, ne serait-ce que pour avoir du poids sur la scène internationale en matière de commerce mondial. Regardez ce que fait Trump de son côté. Il instaure des droits de douane, il fait strictement ce qu'il veut. Regardez les Chinois de l'autre côté, qui nous inondent de leurs produits. Vous pensez que chacun des pays européens pourrait, dans son coin, tout seul, négocier face à Trump ou face à la Chine, et demain face à l'Inde et face à d'autres? Mais qui peut croire ça? Donc on a besoin d'une Europe pour cela. On a aussi, et on aurait besoin d'une Europe de la défense. On a besoin d'une Europe pour régler effectivement la crise migratoire, essayer de trouver des solutions. On a besoin d'une Europe pour plein de raisons. Mais la question, c'est laquelle? Et effectivement, certains voudraient une Europe fédérale. Alors ce débat a un peu disparu aujourd'hui. Mais moi, je suis intimement persuadé que la vision européenne de Macron, c'est celle d'une Europe fédérale, où on verrait un effacement des nations au profit d'un gouvernement européen. Et quand on se reporte à la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit, la crise des Gilets jaunes? Elle dit
beaucoup de choses. Elle dit déjà ras-le-bol des taxes sur le carburant et sur tout un tas de choses. Mais elle reproche aussi un éloignement des politiques par rapport au terrain. Vous imaginez, vous, une Europe fédérale où toutes les décisions, pour le coup, seraient prises à Bruxelles, où les parlements nationaux n'existeraient, on deviendrait quoi? Des régions européennes, hein, c'est ça qu'on deviendrait. Vous pensez que les Français ont envie d'aller dans cette direction-là? Moi, je ne pense pas. Donc effectivement, on peut incarner une Europe qui soit une véritable Europe puissance pour effectivement s'imposer dans les négociations commerciales, mais également en matière de défense. Enfin, quand même voir qu'on a Poutine à nos portes et que c'est quand même pas un enfant de cœur. Hein. Les pays d'Europe de l'Est sont très inquiets par rapport à l'attitude de la Russie. Donc on a besoin de construire cette Europe forte. Maintenant, il ne faut pas qu'elle s'occupe de tout, il faut qu'elle s'occupe des sujets importants. Et là, il y a effectivement un hiatus et un problème à reposer. Voilà, moi je pense que l'Europe, c'est notre avenir, mais pas une Europe fédérale, une Europe où les nations pèsent. Et ça, c'est ce que nous incarnons, et je pense que nos électeurs traditionnels, entre guillemets, vont s'y retrouver. En tout cas, le chat est revenu, donc on voit à nouveau vos questions et tout ça directement sous nos yeux. Et justement, sur la question des élections européennes, il y avait une ou deux questions en plus. Napoléon II qui demande « Vous n'avez eu aucune pression de votre parti pour soutenir Bellamy ?» Enfin, c'est une question. C'est de pas pression une, oui, de pression, de soutien à Bellamy. Non, c'est pas. Je sais pas. Je prends les questions. Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser en fait, de la. Au-delà de la question des européennes, du parti politique par rapport à vous en tant que sénateur, en tant que personnalité politique. Quel rôle et quelle place est-ce que ça a ? Le parti politique fonctionne avec un président, une commission nationale d'investiture. Chacun prend ses responsabilités. Après, à titre individuel, si vous ne voulez pas soutenir la liste, vous pouvez aussi quitter le parti. Hein. Personne n'est obligé de rester, comme dit l'autre. Voilà. Enfin, donc, il y a pas une pression. Bien, aujourd'hui. Puis je suis pas quelqu'un sur qui on fait pression, quoi. Très bien, très bien. Et ben c'est bien dit comme ça. Alors, voyons voir. Il y a la question des trains de nuit qui revient du coup. Que pensez-vous du train de nuit? La politique française actuelle sur les transports et en particulier sur le train est-elle bonne? On a déjà beaucoup parlé des transports. Vous savez, il en a été de la SNCF comme du patrimoine de ce pays. Pendant des années, en matière de transport ferroviaire, on a privilégié le TGV. Tous les élus voulaient, il fallait des lignes de TGV partout, même quand on savait qu'elles ne seraient pas forcément rentables. Et comme on n'avait pas les moyens de le financer, on a abandonné tout le reste, avec un réseau qui s'est complètement dégradé jusqu'à l'accident de la gare de Brétigny qui a été une catastrophe. Et maintenant, il va falloir rattraper tout ce retard. Je fais le parallèle avec le patrimoine parce que c'est exactement la même chose. Pendant des années, on va financer la Philharmonie de Paris, des grandes salles de spectacle, des grands stades, etc. Et puis on abandonne ce qui est le plus précieux dans ce pays. Voilà ce qu'on a fait. Et donc, on est en train de rattraper le retard. Donc le gouvernement, il faut le reconnaître, a décidé de s'attacher au problème. Et il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Maintenant, rétablir les trains de nuit partout, on voit bien que ça n'a pas de sens. Il y a des projets à l'étude, et y compris au travers de la privatisation d'ailleurs, il y a un certain nombre de lignes comme Paris-Nice en train qui pourraient effectivement bénéficier de trains de nuit à certaines périodes pour ceux qui vont au ski, etc. Donc à nouveau, ils travaillent sur le sujet alors que les trains de nuit avaient disparu. Tant mieux. Alors, il y a une question qui est beaucoup dans l'actualité, enfin qui est revenue en tout cas depuis lundi dans l'actualité, quand on a appris ce qu'Emmanuel Macron avait potentiellement prévu de dire lundi soir lors des annonces qui étaient prévues avant l'incendie de Notre-Dame. Parmi ces annonces, il y aurait apparemment l'idée d'une suppression de l'ENA, qui forme la haute fonction publique. Est-ce que vous êtes favorable ? C'est du gadget. La suppression ? Oui, c'est du gadget. C'est pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Enfin, quand on dit la crise des Gilets jaunes, finalement, c'est plus ce qu'on dit, parce que quand on regarde les Gilets jaunes, on a bien du mal à définir un profil type. Mais voilà, on a une espèce de vague populiste contre les élus, contre l'establishment, contre tout ce qui a un peu de pouvoir ou un peu d'argent. Donc il faudrait abattre tout le monde et tout cela. Et donc, on jette l'ENA en pâture à ces gens-là en disant, écoutez, regardez, on a supprimé l'ENA. Mais l'ENA, c'est une école qui nous est souvent enviée partout ailleurs dans le monde. D'ailleurs, il y a certains pays africains qui essayent de se structurer en devenant de véritables démocraties et qui viennent voir comment fonctionne l'ENA pour répliquer ce qu'est l'école, parce qu'elle forme quand même des gens qui sont généralement brillants. Après, qu'il y ait effectivement un problème de... Je ne vais pas dire un problème de caste, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu tous... Ils sortent un peu tous du même moule, les profils sont peut-être trop semblables. Peut-être qu'il faut travailler sur l'accès à l'ENA, mais enfin l'ENA c'est un concours. C'est une reproduction sociale via cette école. Enfin, je lisais récemment, je ne sais pas si c'est exact, mais que dans la dernière promo de l'ENA, il y avait 24% de boursiers quand même. Bon,
ça veut quand même dire quelque chose. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de fils d'enseignants, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. J'ai envie de dire, travaillons là-dessus. Mais l'école en tant que telle, et ce qu'elle dispense comme savoir, et le fait qu'elle forme effectivement des gens qui vont travailler dans la haute fonction publique, qui peut imaginer qu'on n'ait pas besoin de fonctionnaires de haut niveau pour administrer ce pays? Bon, voilà. Alors j'ai l'impression que voilà, il fallait trouver une mesure qui fasse plaisir à certains, et donc on va supprimer l'ENA. Bon, voilà. Et justement, du coup, parce que c'est une mesure qui vient en conséquence, alors elle n'a pas été annoncée par Emmanuel Macron, donc il faudra voir, mais qui, en tout cas, tous les médias ont confirmé que c'était prévu pour lundi. Oui, enfin, c'est pas si clair, parce que suppression de l'ENA, mais remplacée par quoi? C'est vrai. Parce que j'ai cru comprendre que... Alors bon, si c'est pour reproduire autre chose en changeant le nom, bon, enfin, je sais pas. Honnêtement, je vais attendre d'avoir plus de détails, mais... Bien sûr. J'ai quand même un peu l'impression que c'est pour répondre à cette espèce de vague populiste qui... Ouais, et justement, alors, agace. Sur les gilets jaunes, parlons-en, parce que c'est aussi un sujet d'actualité qui est assez important, même si on en parle moins depuis lundi. Vous avez rencontré des gilets jaunes en Seine-Saint-Denis? En Seine-Saint-Denis, je vais vous dire non, parce que il n'y en avait pas. Enfin, ça a été épisodique à l'entrée de Roissy au mois de novembre, je crois, mais je ne sais pas s'ils venaient de Seine-Saint-Denis en particulier. C'est vrai que l'un des paradoxes, c'est que dans les banlieues et dans les territoires comme le mien, ça ne veut pas dire que les gens s'y intéressaient pas. Ça ne veut pas dire que certains ne partageaient pas le ras-le-bol fiscal qui a été exprimé. Mais au point, effectivement, de revêtir le gilet jaune et d'aller bloquer les ronds-points ou les rues, non, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Est-ce que vous retenez quelque chose de négatif, j'imagine que vous allez me dire oui sur les violences, sur tout ça, mais de positif au mouvement des gilets jaunes? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous sont semblés intéressants? Intéressant, ça a été la capacité de mobilisation en dehors des partis politiques ou des syndicats. Ça, c'est quand même assez... effectivement, ça n'est pas commun. Ceci étant dit, c'est bien la difficulté, parce que d'après, quand vous n'avez pas d'interlocuteur, vous pouvez discuter avec qui? Parce qu'en plus, après, ils se battaient entre eux. Personne ne voulait que quelqu'un aille rencontrer le Premier ministre ou le gouvernement pour discuter. Donc c'est aussi un problème. Donc la spontanéité du mouvement, effectivement, c'était quelque part assez positif. Maintenant, après... Comme ça a dégénéré à la fin, c'est inacceptable. Enfin, saccager l'Arc de Triomphe et saccager les boutiques sur les Champs-Élysées, mais il n'y a pas qu'à Paris. Quand on voit ce qui se passe à Toulouse avec des commerçants qui vont mettre la clé sous la porte, enfin, c'est pas possible, quoi. Faut aussi quand même réfléchir à ce qu'on fait. Bon, mais tout ça est quand même parti, et il faut que Emmanuel Macron le comprenne bien, tout ça est parti des décisions qu'il a prises depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est quand même le choix d'augmenter la CSG pour tout le monde. En plus, en disant on l'augmente que pour les riches au-dessus de 1 200 €, il fallait quand même le faire. Un gouvernement qui fait le choix de désindexer les retraites, c'est-à-dire de baisser les pensions au fil du temps, parce qu'elles vont être grignotées par l'inflation, c'est quand même le premier gouvernement qui ose faire ça. Et dans le même temps, ils vous disent on ne va pas toucher à l'âge de la retraite. Ah non, on ne va pas y toucher. Mais regardez la conséquence. Elles vont diminuer les retraites. Alors moi, je pense qu'il vaudrait mieux être honnête vis-à-vis des Français en leur disant, écoutez, partout dans le monde, on vit de plus en plus vieux, tout le monde en a conclu qu'il fallait travailler un peu plus longtemps, ça permet de garantir le montant des retraites. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose aux Français. Mais dans le en même temps d'Emmanuel Macron, comme il avait promis pendant sa campagne de ne pas toucher à l'âge de la retraite, il dit non, vous partirez à 62 ans. Puis maintenant, Delevoye nous explique que oui, vous pourrez peut-être partir, mais vous aurez une grosse décote sur votre retraite. Enfin, franchement... Et après, on s'étonne que les Français soient ulcérés par les décisions qui sont prises. Ben non, c'est pas étonnant qu'ils soient ulcérés. Et donc maintenant, le président de la République, au moment où la croissance est en train de piquer du nez, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, il va devoir lâcher du lest, il l'a déjà fait au mois de décembre, il va le faire encore. Maintenant, si ça creuse le déficit et que ça accroît encore la dette, moi, je ne sais pas comment ça se termine pour ce pays dans quelques années. Alors, il nous reste moins de 10 minutes, donc on va... Ça Effectivement, ça passe très vite. Ouais. Mais là, on est sur la dernière ligne droite. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore évoqués, notamment la question de l'écologie. Oui. J'ai vu plusieurs commentaires venir au fur et à mesure sur le sujet. Il y en a eu un là que j'ai eu le temps de noter, de GG Factor qui dit « Pouvez-vous nous expliquer... » Alors, vous allez voir, c'est une question qui est assez engagée. Pouvez-vous nous expliquer comment une politique libérale et ultra-capitaliste, dont le but est de créer des richesses, est compatible avec l'écologie, dont l'ennemi majeur est l'ultra-consommation? Bon courage. Vous avez 4 heures. J'ai 4 heures, oui, ça tombe bien, mais j'ai 10 minutes.
Alors, cet internaute part du principe que la création de richesse est une tare. Enfin, vous savez, il y a des tenants de la décroissance. Il parle surtout de l'ultra-consommation, effectivement, qui Oui, serait... alors, mais l'ultra-consommation, c'est aussi une question de comportement individuel. Hein. Donc, il ne faut pas sans cesse renvoyer toutes les questions à la puissance publique et aux politiques. Hein, les gens peuvent aussi décider de consommer moins ou de consommer autrement. Et ce mouvement-là, je pense qu'il est quand même engagé et que les gens font beaucoup plus attention. Après, la création de richesse, là aussi, si on pense qu'on n'a pas besoin de dégager de la richesse, ne serait-ce que pour entretenir tout ce qui existe, ne serait-ce que pour remettre à niveau nos centrales nucléaires, ou pour développer l'éolien, ou pour développer les transports en commun, pour réduire effectivement la circulation des automobiles, mais où est-ce qu'on va trouver les moyens de faire tout ça ? Donc, alors après, remettre ça dans le modèle capitaliste, etc., etc. Enfin, moi, je veux bien, quoi. Mais créer de la richesse, on en a besoin. En tous les cas, c'est mon point de vue. Et c'est bien ce qui nous manque depuis une quinzaine d'années de créer de la richesse dans ce pays. Suffisamment, en tous les cas. Charles Maurice dit la création de richesse puise dans des réserves de ressources non renouvelables. Donc, dans un monde aux ressources finies, c'est forcément voué à s'arrêter, la création de richesse. Bah, écoutez, ça fait, à mon avis, 2000 et quelques années que ça dure, et même plus, hein, si on remonte plus loin dans le temps. Voilà, donc, encore une fois, créer de la richesse, il faut voir comment le monde évolue, l'évolution des technologies, ce qui permet aussi de financer la recherche pour essayer de se passer du pétrole et de se passer d'un certain nombre de choses qui créent des dommages à la planète. On le finance aussi, effectivement, avec la richesse qu'on dégage. Hein, donc, j'ai l'impression qu'on est dans le tout ou rien là avec ce genre de questions. Et est-ce que vous avez suivi les marches pour le climat qui ont été organisées notamment par des lycéens? C'est des marches du coup que vous voyez comment ces mobilisations de lycéens? Alors ils sont pas nombreux chaque semaine, mais il y a eu une marche assez importante il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous voyez ce mouvement-là? Écoutez, que les jeunes soient inquiets de ce qui va être leur avenir, comment ne pas les comprendre? Voilà. Effectivement, il y a eu la COP21, les engagements pris par les différents pays, Trump qui dit que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, et puis et les autres pays qui, effectivement, ont du mal à financer la transition énergétique. Et j'en reviens à la création de richesses. La France aussi a pris des engagements. Mais pour tenir ces engagements, il faut effectivement beaucoup de moyens. Alors, et les taxes écologiques, c'est ça. Effectivement, on augmente les taxes sur l'essence, sur l'électricité, pour pouvoir financer le reste. Sauf que ça devient insupportable pour les citoyens. Parce qu'au bout du compte, ils voient leur pouvoir d'achat se réduire. Donc le fait de ne pas dégager suffisamment de richesses, notamment pour la France à l'exportation en produisant suffisamment, ça nous bloque aussi dans la transition énergétique. Donc, non, justement, mais ça fait réagir sur le sujet. Certains sont d'accord avec vous, d'autres moins. On pense en tout cas que c'est un sujet qui agite pas mal les débats. Il nous reste quelques minutes. En fait, il nous reste même encore moins de temps. Moi, je me dis, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez un sujet, une thématique, quelque chose que vous aimeriez évoquer ici et qu'on n'a pas forcément abordé depuis le début? La création de la métropole du Grand Paris. Eh bien, très bien. J'ai été le premier en 2008 à rendre un rapport, d'ailleurs il est en ligne sur le site du Sénat, qui proposait de créer une métropole du Grand Paris, c'est-à-dire de faire disparaître les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris en tant que département, de partager la richesse fiscale au bénéfice de tout le monde. Parce que vous voyez, on parle beaucoup des métropoles. Alors, il ne s'agit pas de savoir si les métropoles, c'est bien ou pas bien. La métropolisation, c'est un fait. Voilà, les gens vivent de plus en plus dans les zones urbaines. Mais on constate que si la région Île-de-France et si la zone dense de la région Île-de-France est la région la plus riche d'Europe, c'est aussi celle où les inégalités sont les plus importantes, notamment entre l'Est et l'Ouest de cette métropole. Et donc je plaide depuis 10 ans, 11 ans, effectivement, pour la création de cette... ce qui serait aussi un projet de simplification. Hein, parce que regardez ce qu'a fait Hollande. Hein. On a aujourd'hui les communes, les intercommunalités, les départements, la métropole et la région. On a 5 couches d'administration locale ici. C'est une aberration complète. Moi, je pense qu'avec les communes, la métropole et la région, c'est bon. 3, d'accord. Et en plus, on partage la richesse fiscale. Et effectivement, on met cette richesse fiscale au service de l'ensemble des gens qui habitent ce territoire, parce que ce sont tous ceux-là qui produisent la richesse. Ça fait 11 ans maintenant que je me bats là-dessus. Au début, tout le monde m'est tombé dessus, la droite et la gauche. La droite, souvent, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la cagnotte, et puis à gauche, parce qu'ils ne voulaient pas voir disparaître leur poste de président de conseil départemental, etc. Les choses ont avancé. Emmanuel Macron avait promis dans sa campagne de créer la métropole du Grand Paris comme je la rêvais.
Et puis maintenant, il a canné en route et on ne sait plus ce qu'il veut faire. Alors j'ose espérer qu'il va reprendre cette idée. Et justement, sur la Seine-Saint-Denis, il y a une question, j'imagine, qui doit vous intéresser, c'est la question de la gentrification. Du fait que c'est souvent des villes aux abords de Paris. Oui, enfin, la gentrification en Seine-Saint-Denis, vous savez, ça concerne le Bas-Montreuil, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais. Ça ne s'étend pas, c'est une question, je ne sais pas. Ça ne s'étend pas et ce département est plutôt en voie de paupérisation accentuée. Okay. C'est-à-dire que même les communes comme celles qui étaient plutôt au sud-est du département, plus pavillonnaires, avec moins de gros ensembles à problème, même celles-là sont en train, quand on regarde le revenu, le médian par habitant, il est en train de décrocher de celui de la région. D'accord. Donc ce département continue à glisser dans plein de domaines et ça, il faudrait aussi que ça s'arrête. Et comment est-ce que vous voulez expliquer du coup que ça glisse? Alors, il y a plein d'éléments qu'on vient d'évoquer, mais c'est à quelle échelle et quelle serait potentiellement la mesure? Oh, il y a l'urgence mesures aujourd'hui. Ouais. Enfin, l'urgence. Il y a tellement d'urgence. D'abord, il y a l'image de ce département qui fait que les classes moyennes aujourd'hui, elles le fuient ce département. Les gens, quand ils arrivent ils peuvent rester parce qu'ils sont là depuis un moment, parce qu'ils travaillent encore à Paris, etc. Et que c'est hors de prix d'aller loger ailleurs. Le jour où ils arrivent à la retraite, ils s'en vont. Et donc, on a des classes moyennes et parfois moyennes sub dans certaines communes qui disparaissent. Et donc, on accueille dans ce département toujours des populations plus pauvres que les précédentes en moyenne. Et donc les choses ne peuvent pas effectivement... Moi, quand on parle mixité sociale en Seine-Saint-Denis, chez nous, c'est pas la question de savoir s'il faut construire encore plus de logements sociaux. Hein. C'est comment maintenir les classes moyennes ou comment les attirer. Et la question, c'est pas la gentrification des quelques communes le long du périphérique. C'est un département où il y a probablement, où officiellement, il y a 1 600 000 habitants. On pense en vérité qu'il y en a 1,8 million ou 1,9 million parce qu'on pense qu'il y a 200 000 à 300 000 clandestins en plus dans ce département. L'État n'est même pas capable de savoir. Il y a un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, de François Cornu-Gentil et de Rodrigue Coquendo, qui est lui, pas chez les Républicains, mais à La République En Marche, qui dit tout ça. Et donc il faut que l'État mette le paquet dans ce département, sur l'éducation, sur la police, sur la justice, et il faut qu'on partage la richesse économique. Et là, on parle des collectivités locales pour faire en sorte que ce département s'en sorte. Et donc, ça passe aussi par une politique en matière de logement, d'urbanisme, etc. C'est bien qu'on ait évoqué quand même cet élément à la fin. Merci beaucoup d'avoir été présent. Effectivement, ça passe très vite. Ça passe très vite. Ouais. C'est 1 heure, donc c'est lourd en général, mais au final, ça passe très vite. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont réagi à cette émission. C'est bien quand même d'avoir le chat sous les yeux. Ouais. Et ça permet de... Quand il fonctionne, c'est mieux. Il y a une petite mise à jour de l'écran pendant le truc, mais là, c'est bon, il fonctionne, on a pu voir tout ça. Merci à vous vraiment d'avoir posé toutes vos questions, c'est super intéressant. Je remercie évidemment Public Sénat, Acropolis et O-Gaming pour cette émission. Voilà, ça se passe très bien et c'est toujours très bien d'avoir toutes vos questions. Je reviendrai si vous m'invitez encore. Ah ben avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et les gens sont, voilà, très bonne émission. Merci Monsieur Dallier, merci Monsieur le Sénateur, merci, bonne fin de journée. Merci à vous aussi pour tout ça. La prochaine émission, c'est la semaine prochaine, non, c'est le 15 mai. C'est le 15 mai avec Jean-Pierre Sueur qui est sénateur du Loiret. Socialiste, exactement. Vous le connaissez, j'imagine. Très bien. C'est un collègue qui est vice-président de la commission des lois du Sénat. On va parler sûrement des auditions d'Alexandre Benalla, etc. Oui, puisqu'il a été co-rapporteur de la commission d'enquête. Exactement.